Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire de l'IACH, l'Académie internationale d'hématologie clinique, consacré aux actualités marquantes de la greffe issue du congrès de la SGMTC récemment tenu à Genève. Comme chaque année, cette rencontre scientifique a été un moment fort pour notre communauté, réunissant cliniciens, chercheurs, biologistes, infirmiers, mais aussi acteurs institutionnels autour des avancées les plus récentes en greffe de cellules souches hématopoïétiques. Alors, le programme était très très riche: innovation en conditionnement, optimisation des stratégies de greffe, nouvelle approche de prévention et de traitement de la GVH, place croissante des thérapies cellulaires, données en temps réel des registres, optimisation du suivi post-greffe, enjeux de qualité, accès aux soins, parcours patient. Et puis, vous allez voir quelques données de grosses études prospectives, notamment l'étude BIG, qui est une grande fierté française. Donc, autant de thèmes qui façonnent notre pratique quotidienne et notre vision du futur. Donc, l'objectif de cette table ronde, où vous ne verrez pas de diapositives, il y en a eu assez pendant le congrès, c'est simplement une discussion avec les experts, une discussion directe pour synthétiser, analyser, mais aussi mettre en perspective les messages clés de ce congrès avec un regard critique, pragmatique et surtout un regard orienté, pratique, patient, fidèle à notre esprit de l'IACH. Donc, merci à tous de votre participation. C'est en live, donc en direct. Vous pouvez poser vos questions, envoyer vos commentaires dans le chat et je partagerai cela avec nos experts avec grand plaisir. Donc, merci de votre participation. Restons interactifs et merci à nos experts ce soir, le professeur Devilliers, professeur Fourcade, professeur Mallard, et last but not least, mais elle va nous rejoindre, elle est légèrement en retard à sa consultation, le docteur Anh Yoon, la présidente de la SHMTC, qui nous fait l'honneur aussi de participer. Voilà, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Et puis, bah, on va commencer, je ne sais pas, par quel est votre coup de cœur? Quelqu'un va démarrer? Je commence par ordre alphabétique ou qui a envie, un volontaire désigné là? Je vois Edouard, il a le micro allumé. Bon, bonsoir à tous, merci pour cette invitation. Ravi de participer à ce webinaire. Euh, Pas mal de petits coups de cœur. Avant de parler d'hématologie et de médecine, rappelez aussi que ce congrès, c'était l'occasion de lancer cette journée des psychologues, qui sont un des soignants importants de notre société française francophone de greffe de moelle. Et donc, il y avait, en plus de la journée patient, la journée des psychologues, et c'est encore une avancée pour montrer qu'on arrive à rassembler tous les soignants au cœur de ce métier. Donc en aparté, je pense que c'est important de rapporter effectivement en premier lieu l'expérience du BIG. René de Villiers va compléter un peu ce que je vais dire, mais c'était l'occasion de présenter enfin les résultats d'une grande cohorte prospective en s'intéressant aux sous-groupes des patients de pronostic défavorable qui ont été traités et allogreffés en analysant notamment leur taux de rémission complète, leur accès à la greffe et leur réponse à la greffe. Mais je pense que Régnier va compléter ce que je vais dire. Régnier. Oui, merci beaucoup. Merci à tous. Merci Mohamed pour l'invitation. Et donc effectivement, l'analyse du BIC défavorable est un moment important puisque c'est quand même plus de 460 malades qui ont été inclus prospectivement et pour lesquels on attendait les résultats. Donc, je rappelle globalement le schéma de l'étude qui était de pouvoir réaliser une greffe allogénique le plus rapidement possible dès la première rémission complète pour des patients
classé défavorable selon la cytogénétique, ce qui est différent des classifications ELN actuelles. Mais voilà, à l'époque, c'était vraiment basé sur la cytogénétique, avec l'idée d'emmener un maximum de patients à la greffe, avec un conditionnement dit séquentiel, donc une chimiothérapie de debulking, pendant laquelle on réalisait en aplasie un conditionnement d'intensité réduite. L'idée de ça, c'était que les patients, que ce type d'approche avait été développé initialement pour les patients atteints de leucémie aiguë réfractaire, avec des taux de survie qui étaient quand même relativement intéressants pour la population, autour de 25%. Et donc, l'idée derrière, c'était de se dire que peut-être qu'on pouvait utiliser ces stratégies-là pour des patients en rémission complète, mais avec des hauts risques de rechute du fait des caractéristiques cytogénétiques. Dans ce contexte-là, le protocole a été designé pour réaliser ce conditionnement-là en rémission, dès la première rémission complète. Et donc, sur les 469 patients, le premier résultat, c'est que clairement, la cytogénétique reste le facteur majeur en termes de pronostic, à la fois pour la rémission complète, mais pour la survie globale, avec des taux de rémission complète qui allaient d'une quarantaine de pourcents à 80% selon les différents sous-groupes. Et clairement, les sous-groupes les plus défavorables, c'était, comme attendu, les inversions du 3, les karyotypes monosomaux et les réarrangements de MLL, KMT2A. Le point important quand même, c'est que je pense qu'il faut le dire, même si c'est la base des indications de greffe, il n'y a pas de survivant à long terme sans leucémie s'il n'y a pas de greffe allogénique. Et ça, c'était une analyse qui a été réalisée qui montre que sur l'ensemble des 469 patients, eh bien, les seuls survivants sont des patients allogreffés. Et ça, c'est un message fort, qu'ils soient allogreffés en première rémission complète ou de manière, ou plus loin dans le parcours des patients, par exemple s'ils étaient greffés réfractaires, mais dans tous les cas, il faut allogreffer les patients. Je pense que c'est vraiment le message clé. Ensuite, le deuxième message qui est important, si on regarde les patients qui ont été mis en rémission complète, c'est 293 malades sur les 469. Donc ces patients-là en première rémission, on a réussi de manière prospective à en greffer 262, ce qui est 89% de taux de greffe pour des patients défavorables. Et ça, je pense que c'est un message fort, c'est-à-dire que en essayant de chercher dès le départ un donneur pour ces malades-là, on arrive à en greffer une très bonne partie à partir du moment où ils sont en rémission. Et ça, c'est un message fort pour dire que la faisabilité, elle est clairement là. Et chez ces malades-là, greffés en première rémission complète pour des défavorables, on est à 54% de survie à long terme. Et ça, je pense que c'est un message fort pour dire que malgré le caractère défavorable de ces malades, il y a vraiment un espoir de guérison. Et je pense que ça, c'est un point vraiment important. Et enfin, si je peux terminer sur les derniers résultats pour pas être trop long, on n'a pas retrouvé de différence sur le plan des résultats globaux de survie ou de rechute avec l'utilisation d'un conditionnement séquentiel par rapport à des conditionnements classiques. Et donc ça montre qu'aujourd'hui, on a encore du chemin à faire pour essayer d'optimiser, et probablement pas que par les conditionnements, mais peut-être par les stratégies de traitement post-greffe. Et je pense qu'on en reparlera au long de cette réunion. Voilà. S'il y a d'autres, si vous voulez rebondir sur d'autres points, je peux compléter. Merci beaucoup, Régnier. Alors, moi, j'ai une question à vous tous, une question pratico-pratique. Aujourd'hui, on a les enseignements du BIG qui sont très importants. En pratique, au quotidien, en dehors d'un protocole de recherche clinique, un malade qui a une leucémie aiguë myéloïde à karyotype complexe, qui a 60 ans, on est au diagnostic aujourd'hui. Quel est l'algorithme thérapeutique pour ce malade? On part du principe qu'on va lui trouver un donneur, donc ça, c'est pas un souci. Mais j'aimerais bien savoir, parce qu'il y a quand même pas mal de débats par rapport à la chimiothérapie intensive, par rapport finalement faire azacitidine, venetoclax, éventuellement une thérapie ciblée s'il y a une cible. Est-ce que vraiment je peux le greffer en réfractaire s'il n'a pas répondu, la place du séquentiel, l'entretien post-greffe. Une question un peu, une réponse pratique dans vos centres, vous feriez quoi? Édouard? Alors,
À Bordeaux, ces patients-là sont évidemment abordés comme dans beaucoup de centres avec une approche personnalisée. Il faut aujourd'hui, en 2025, il faut un NGS pour caractériser la maladie. Donc 60 ans, c'est, j'imagine, à dessein une catégorie limite, c'est pour ça qu'elle a été choisie. C'est une question où c'est une tranche d'âge où on se pose la question du traitement de première ligne. Et c'est d'ailleurs un très bon teasing puisque je crois que c'est dans la late breaking session de l'ASH où il y aura la comparaison azaven versus chimio intensive. Et donc c'est au cœur du débat. À ce jour, il n'y a pas de démonstration que l'azaven donne une guérison d'une leucémie aiguë myéloïde chez un patient de 60 ans ou plus. Peut-être qu'on va l'avoir par des données plus matures, mais ça reste encore l'abstract, je crois qu'il y a un suivi médian de 18 mois. Donc ça, c'est le premier point. Après, tous les patients ne sont pas éligibles au traitement intensif et c'est là qu'il y a une place pour le traitement par azaven, puisque c'est d'ailleurs l'AMM. Ensuite, il ne faut pas oublier la place des mutations oncothéranostiques qui peuvent guider un traitement avec une thérapie ciblée. Et donc, chez ces patients-là qui ont une mutation FLT3-ITD, il y a la place d'adjonction d'un traitement par inhibiteur d'FLT3 dans le cas de traitement intensif. Les combinaisons azaven plus inhibiteur d'FLT3 sont en cours d'évaluation, mais dans des essais non randomisés en première ligne. Chez ces patients-là, quoi qu'il arrive, il faut la rémission complète, et Régnier en a parlé, c'est le facteur pronostic principal pour les amener à la greffe, et d'avoir la meilleure réponse possible. Je ne vais pas complexifier la discussion, mais se posera la question de savoir s'il faut amener avec la plus petite maladie, notamment la maladie résiduelle. Et ça, je pense que dans la recherche actuelle, ça reste encore des protocoles qu'il faut conduire pour savoir s'il faut changer de traitement pour négativer la maladie résiduelle avant une greffe. Voilà ce que je dirais dans un premier temps. Pour la place des séquentiels, chez nous, cette place des séquentiels est à Bordeaux discutée, notamment chez des patients qui ne sont pas en rémission complète et qui ont une maladie possiblastique, on va dire. C'est souvent des patients qui peuvent avoir une leucémie développée sur une myélodysplasie et pour lequel la rémission complète est profonde et rarement atteinte. Voilà pour nous. Laurent? Non, bah, merci Edouard. On est plutôt en phase avec ce que vient de dire Edouard, hein, sur nos stratégies, où en effet on est sur des approches relativement classiques. L'importance en effet de la maladie résiduelle, mais qui reste une question ouverte. On aurait tendance à dire qu'il faut en tout prix, dans l'idéal, négativer la maladie résiduelle, mais voilà, on a besoin de protocoles et besoin d'études pour savoir quelle est la meilleure approche entre changer de traitement, refaire un traitement supplémentaire pour négativer, ou est-ce qu'il faut aller à la greffe d'emblée avec des stratégies de décroissance rapide des immunosuppresseurs et de traitement d'entretien, de maintenance post-greffe. Voilà, ça fait partie des questions qui sont complètement ouvertes et on espère en effet que les futurs protocoles aillent plus loin que la simple question de la greffe et puissent aussi adresser les questions des maintenances post-greffe qui font partie des nouvelles stratégies thérapeutiques. Pour la part des séquentiels, nous, on a un petit peu changé parce que justement, sur des patients avec des MRD positives, on avait tendance à une époque à faire des séquentiels. Maintenant, on est plutôt sur une désescalade, aller plus sur des conditionnements à toxicité réduite à 60 ans, en ayant plutôt une stratégie justement de décroissance rapide des immunosuppresseurs et de maintenance post-greffe, parce qu'on s'est rendu compte avec des séquentiels chez des patients quand même de 60 ans, c'est quand même des conditionnements assez toxiques pour le coup, pourvoyeurs de complications et donc de plus de difficultés en fait à faire des décroissances précoces d'immunosuppression post-greffe. Donc voilà, on va garder vraiment le séquentiel comme Edouard sur des patients qui vont être blastiques, non proliférants bien entendu, parce qu'on avait pu montrer que chez les patients qui étaient vraiment proliférants avec un doublement du taux de blast, ça fonctionne pas. Donc une place qui est toujours bien présente et puis qui s'affine au cours du temps, quoi. Très bien. Y a-t-il une recette marseillaise particulière, Régnier? Oui, alors c'est vrai que moi je suis assez en ligne avec ce qui vient d'être dit à la fois par Édouard et par Florent. Mais comme j'aimerais bien qu'on discute un peu, je vais essayer d'apporter quelque chose d'un peu différent. Pour les patients à plus haut risque, celui que vous venez de présenter, cariotype complexe, allez, on peut supposer qu'il est muté TP53, sont des patients pour lesquels je pense que c'est clair qu'il n'y a pas de survivance en greffe pour ces malades et que la question, c'est vraiment de pouvoir les emmener le plus rapidement possible à la greffe. À partir de là, on pourrait se demander dans quelle mesure on pourrait les traiter en première ligne, puisque la question se pose, pour qu'ils aient le moins de toxicité, pour pouvoir faire la greffe qui va être la plus efficace derrière.
Donc là, vraiment, on se pose la question et à l'Institut Paoli-Calmettes, on commence à se demander si ces patients-là, il faut vraiment les induire ou est-ce qu'il faut faire du traitement non intensif. Alors évidemment, dans la question, il y a la balance de la profondeur de la réponse et ça vient d'être discuté là avec la notion de maladie résiduelle. Je pense que pour ces patients-là, et quand on regarde bien la littérature sur les patients les plus graves, notamment les karyotypes monosomaux mutés TP53, je suis pas certain qu'il y ait un impact majeur de la maladie résiduelle pré-greffe. Tout simplement parce que dans la plupart des cas, quand on cherche bien avec des outils qui ont des bonnes sensibilités, les patients ont toujours de la maladie présente au moment de la greffe. Et ça, je pense que avec un traitement intensif ou avec du Venasa, c'est un petit peu la même chose. Donc, on est en train de se demander si finalement, c'est pas mieux de faire un traitement par Venasa d'attente. En fait, on change un peu de paradigme. C'est pas l'histoire de faire une chimiothérapie d'induction, obtenir la meilleure réponse puis faire une greffe, mais c'est peut-être de se dire, essayons de faire un traitement d'attente pour que les patients n'explosent pas sur la maladie le temps de faire une greffe. Et dans ce contexte-là, je suis assez d'accord avec Florent, les séquentiels, chez des patients âgés comme ça, c'est assez toxique et on aurait tendance plutôt à diminuer l'intensité pour pouvoir ensuite arrêter l'immunosuppression plus rapidement et réaliser ensuite des traitements post-greffe. Voilà, c'est un petit peu la mentalité actuelle qu'on a à l'IPC. Évidemment, ça reste à démontrer et il n'y a pas de stratégie optimale encore pour ces malades-là. Et je pense que les prochaines études devraient se concentrer sur la prise en charge de ces malades les plus graves. C'est très intéressant ce que vous racontez parce qu'il y a presque 15 ans, on a cherché à faire avec les collègues allemands, avec l'avènement des séquentiels, un protocole prospectif phase 2 où on prendrait justement ces malades à karyotype complexe où la spéculation c'était que l'induction ne servait à rien, surtout s'ils étaient pancytopéniques, et de leur faire un séquentiel d'emblée s'ils avaient un donneur familial ou un 10 dixième qu'on peut trouver dans les 15 jours, 3 semaines. Alors, on n'a pas réussi à faire ça en France. Les Allemands l'ont fait. J'ai pas vu beaucoup de résultats, mais pourquoi pas? Édouard. Ah, je trouve ça intéressant ce que propose Régnier, et je vais du coup le pousser dans ses retranchements en se demandant si on veut être peu toxique et qu'on se dit qu'on veut réduire un peu la maladie. Il a aussi été montré que la combinaison azaven n'était pas forcément meilleure que l'AZA seul chez des patients complexes TP53 mutés. Donc, jusqu'où on va dans cette désescalade pré-greffe pour amener les patients dans finalement la fitness la meilleure possible avant une greffe? Merci Edouard pour la question. Effectivement, c'est très intéressant parce que quand on voit les analyses en sous-groupe de l'étude d'enregistrement Venasa versus Asa seul, le groupe TP53 bénéficie pas. Alors attention, c'est bénéficie pas en survie globale. Ce qui est assez habituel dans ce genre de maladie. J'avoue que les taux de réponse exacts Venasa versus Azasol dans cette population-là, je ne m'en rappelle pas de tête. Bon, j'imagine qu'ils sont maigres de toute façon. Mais là, l'idée étant un peu différente parce que si on change de paradigme et qu'on se dit que finalement on n'attend pas la profondeur de la réponse et peut-être que les critères usuels d'évaluation de la réponse finalement sont pas tout à fait applicables ici et le but c'est simplement que les patients soient avec la charge de blast la moins élevée possible avant de faire une greffe, eh bien le Venasa peut avoir toute son importance. Finalement, les patients vont arriver, ils sont pancytopéniques et puis on les greffe pancytopéniques, un peu comme un séquentiel, mais dont le debulking sera un Venasa. Alors, est-ce que le Vidasa ferait aussi bien et moins toxique? Je sais pas trop. Honnêtement, j'ai pas la réponse à ça, mais on s'est posé plusieurs fois la question et on s'est dit, bah, pour les patients qui vont faire un traitement d'attente et pour lesquels on a un donneur et on est sûr on est sûr, on est dans l'intention vraiment de les emmener à la greffe. Et ben ces patients-là, âgés, mutés TP53, on leur fait le Venasa. On se dit bon bah on va quand même faire ça parce que on va se dire que probablement ils vont arriver avec une réponse un peu meilleure sur la quantité de blast. Maintenant, je pense qu'effectivement il n'y a pas de comparaison directe belle dans cette population-là des patients qui vont aller à la greffe pour savoir si le Ven ajoute vraiment quelque chose. Aujourd'hui, c'est le traitement qu'on a, donc on l'utilise comme ça. Ok, ben, merci. En tout cas, le débat, il est passionnant. Et on a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses, mais en tout cas, on avance. Alors, je vais rester sur ce même malade parce que finalement, je n'avais pas prévu ça comme ça, mais en fait, on pourrait structurer toute la table ronde autour de ce malade et comme ça, vous allez m'injecter les nouveautés du congrès
Bon, a priori, on est d'accord, il faut le greffer et il a son fils d'honneur, donc une greffe à plot. Aujourd'hui, y a-t-il du nouveau au niveau des conditionnements au congrès de la SFGMTC? Comment vous le conditionnerez? Et puis, bah, ça se fait, la réponse, elle est différente entre vous trois, les amis. Alors, comment on le conditionnerait, Florent? Bah, nous, hein, alors, je vais justement, j'anticipe un peu sur la réponse de mes collègues et notamment de Régnier au vu de ce qu'il a présenté. Nous, on s'orienterait vers un conditionnement de type TBF avec un donneur à plot, hein, qui est notre plateforme qu'on utilise, avec justement 2 jours de busulfan, de la fludarabine et une dose de thiotépa, avec de l'endoxan post-greffe. Et on aurait, parce que voilà, on sait que on a une bonne prise de greffe avec cette plateforme-là et qu'avec l'ajout du thiotépa, ça nous permet d'avoir un contrôle de la maladie, une bonne prise de greffe. L'alternative, ce serait de faire un Baltimore, bien sûr. Nous, l'une des limites, c'est l'accès à la TBI, hein, qui fait que c'est une plateforme qu'on utilise assez peu. Et puis, avec le TBF, on intensifie le contrôle de la maladie. Mais je sais que Régnier va pouvoir nous parler du Baltimore juste après, va pouvoir rebondir là-dessus. En termes de prophylaxie de la GVH associée, on ferait de l'endoxan post-greffe et probablement de l'endoxan à dose réduite à l'âge de 60 ans. Mais là encore, on attend bientôt l'ouverture du protocole REDUCE-I, qui est un PHRC, qui était conduit par Rémi Duléry et toi, Mohamed, tu vas pouvoir nous en dire plus peut-être, qui va randomiser justement la dose standard d'endoxan à 50 mg versus 35. Et c'est vrai qu'on aura peut-être une réponse définitive sur est-ce que le sentiment qu'on a, c'est qu'on fait aussi bien en termes de contrôle de la GVH avec cette dose réduite, avec moins de toxicité. Ok, Edouard, on ferait quoi? Effectivement, donc chez ces patients-là, on partirait sur des plateformes de conditionnement à plot identiques euh, qui, à 60 ans, peut-être nous conduiraient à faire comme vous, Florent et Mohamed, un TBF réduit, sous réserve de l'évaluation du bilan pré-greffe. Effectivement, il y aura le débat versus le Baltimore entre le compromis contrôle de la maladie versus NRM. On sait qu'il faut bien choisir les patients à partir de 60 ans. On ne fait plus de TBF réduit au-delà de 65 ans. La toxicité déjà décrite dans les études et puis ressentie dans notre centre nous a découragé de faire ça. Par rapport à la réduction de l'endoxan post-greffe, c'est une stratégie qui nous intéresse, mais pour l'instant qu'on a peu implémenté. C'est vrai que je serais content de discuter un peu plus de ça, de savoir si la réduction, dont il faudra définir aussi l'amplitude de la réduction, hein, est-ce qu'on fait 40 x 2, 30 x 2, 25 x 2? Est-ce que ces réductions sont linéairement euh, associées à une moindre toxicité cardiaque et sur les cystes hémorragiques, avec un maintien du contrôle de la GVH pour ces différents niveaux de dose? Voilà un petit peu ce qui pourrait se discuter, mais effectivement, d'autres drogues pourraient aussi être proposées dans ces conditionnements de plateforme à plot, que ce soit Fludatreo ou TTF même. Je ne sais pas ce que dira Régnier en complément. Justement, Régnier. Merci. Effectivement, je pense que ce qui vient d'être dit montre l'importance ici de réfléchir sur un conditionnement optimal pour balancer la toxicité et l'efficacité. Alors, nous, à Marseille, on a fait beaucoup de TBF quand même une époque pour ces patients-là. Et le critère pour sélectionner ce conditionnement qui, certes, est d'intensité réduite, mais quand même frôle avec les RTC myéloablatifs, si on regarde son score via le TCI, on sait quand même que on- chez les patients qui vont avoir des blasts, hein, si le patient n'est pas en rémission complète ou au moins en hypoplasie non blastique, qu'il a un excès de blast, on aura peut-être quand même envie, s'il est vraiment fit, à 60 ans, de lui faire un TBF. C'est la stratégie qu'on garde pour les malades qui sont greffés avec des blasts. Si maintenant le patient est hypoplasique non blastique, on sait qu'il est à très haut risque de rechute du fait des caractéristiques et de la caractéristique génétique et de la réponse thérapeutique qui n'est pas une vraie RC. Mais malgré tout, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une intensité de conditionnement supplémentaire pour prendre? C'est pas certain. Et dans ce contexte-là, nous, on a assez rapidement décidé de faire du Baltimore.
Parce que les résultats dans nos mains avec le TBF, alors c'est peut-être pas généralisable parce que c'est sur des études monocentriques et que ça c'est pas forcément reproductible partout, mais nous dans nos mains, le TBF chez les patients qui sont âgés avec des comorbidités et éventuellement qui sont pas en première rémission complète, c'est une TRM qui est de plus de 30%. Donc on a décidé d'abandonner ça dans cette situation-là et de réaliser du Baltimore à partir du moment où il n'y avait pas besoin de déblaster. Voilà, c'est un peu ça l'idée pour le dire un peu vulgairement. S'il n'y a pas d'excès de blast, on va faire plutôt du Baltimore. Et aujourd'hui, on commence à avoir une grande série avec une présentation que j'ai eu la chance de pouvoir donner lors du congrès avec un peu plus de 200 patients, dont 130 qui étaient greffés en aplomb, avec un Baltimore, quasiment tous de plus de 60 ans. Et finalement, le taux de réponse, le taux de rechute, pardon, était entre 25 et 27% selon les donneurs utilisés, que ce soit phéno-identique ou aplo. Ce qui correspond à des taux de rechute pour de la LAM assez habituel finalement de ce qu'on retrouve de manière générale. Alors c'est pas forcément les carotypes complexes et ça reste encore à affiner, mais il n'est pas certain qu'on ait un manque d'efficacité antitumorale avec cette plateforme-là, à partir du moment où on utilise des cellules souches périphériques, ça c'est mon avis, et un programme de DLI prophylactique systématique, c'est ce qu'on fait aussi. Donc on a pris le parti de réaliser plutôt cette plateforme Baltimore, dose réduite d'endoxan, si plus de 65 ans ou comorbidité cardiaque, et DLI prophylactique pour les patients atteints de LAM de haut risque. Oui, mais Régnier, quand tu parles de TRM de 30%, je présume que c'est la full dose de thiotepa, une dose, parce que à quoi fait référence Florent, quand on dit T1, B2F par exemple, c'est thiotepa 5 mg par kilo, parfois certains malades extrêmes 2,5 mg par kilo dose totale. B2, on est plutôt à 3,2 mg kilo par jour pendant 2 jours. Et puis la fludarabine, on n'est pas vraiment dans le T2, B2, B3F ou même ce qui a été fait dans le passé, T2, voire même T3, B4F, etc. Rassure-moi quand même, les 30%, c'est pas avec du T1, B2F. Et malheureusement, alors, la majorité des patients avaient reçu du T1, B2. Probablement que c'était des patients plutôt entre 65 et 70 ans qui étaient multitraités pour de la LAM, donc en RC2 ou réfractaire. Donc ça ajoute quand même probablement une toxicité accrue. Mais voilà, on a expérimenté ça et c'est vrai que on n'a pas eu vraiment envie de poursuivre ce programme-là pour des patients qui étaient en réponse, quoi, parce que on avait vraiment une toxicité qui était importante. Et l'autre élément qui change la donne peut-être et qu'il va falloir évaluer, c'est l'arrivée du thiosulfan dans cette situation-là, où on a essayé de trouver un intermédiaire justement entre l'efficacité antitumorale du Baltimore et celui du TBF, même du TBF réduit, hein, avec l'utilisation de 3 jours de thiosulfan à la dose de 10 grammes mètre carré, donc le FT30, qui a montré une supériorité en termes de survie versus le fludarabine busulfan lié à une diminution de la toxicité. Du coup, on s'est dit que c'était peut-être une bonne façon d'introduire un agent antileucémique dans le conditionnement pour les greffes haploïdentiques sans être autant toxique que le TBF. Donc on a un essai qui devrait démarrer en 2026 pour tester cette hypothèse dans les greffes haploïdentiques et pour les patients atteints de LAM. On verra si on arrive à avoir un taux de rechute qui est plus faible que les 25% environ pour pouvoir à terme dépasser la barrière psychologique qu'on retrouve dans toutes les études LAM sujet âgé greffé en aplo, qui est de 50-55% de PFS à entre 1 et 2 ans selon les études. Et donc voilà, c'est sur ça qu'on voudrait travailler aujourd'hui.
Et merci. Et là, j'en profite pour accueillir donc le docteur Anne Youn, qui est notre présidente, la présidente de la SGMTC, a été un peu en retard prise par sa consultation. Bonsoir Anne, merci de nous Bonsoir à tous. rejoindre. Bonsoir à Donc, tous. Excusez-moi pour le retard. J'espère que vous Bonsoir m'entendez Anne. parce que j'avais aussi des petits. Bonsoir tout le monde. Vous oui, 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 m'entendez? tout va bien, Anne, merci. Donc En je fais fait, on quelques a choix, ça commencé à fonctionne pas. structurer la Bien discussion sûr. autour de la greffe d'un malade âgé de 60 ans ayant un cariotype complexe et on essaye de faire de notre mieux pour allonger sa survie, voire le guérir. On est très Non, ambitieux. ça va être à toi, Anne, qui arrive la dernière, de le guérir. C'est ta mission. Alors, à Toulouse, comment tu grefferais ce malade? Alors, Anne, de manière intéressante, il est en RC1, hein, parce que les collègues ont réussi à le mettre en RC là, après induction. Il n'a pas de comorbidité, en fait, on va le greffer avec son fils. Quel est ton conditionnement? On en était encore au conditionnement, donc tu as le droit encore de réfléchir à la suite. Si ce patient est en RC1 d'une LAM à cariotype complexe avec un donneur haploïdentique, je resterai. Alors, évidemment, j'ai pris la conversation, la discussion en cours de route, mais nous, on appliquerait un conditionnement d'intensité réduite avec du taupiépate, du busulfan et de la fludarabine, un T1 B2F avec du PTCI, donc de l'endoxan post-greffe, à une dose normale encore aujourd'hui, puisqu'il n'a pas de comorbidité, de 100 mg par kilo, J3, J4, avec des CSP de son fils. J'aurais tendance à lui proposer, vu le cariotype complexe, un traitement peut-être de maintenance, mais bon, je pense que déjà, c'est déjà une bonne plateforme chez un patient RC1. Parfait. Bon, a priori, il y a quand même Qu'est-ce qu'on dit, ben, en dehors de Marseille, a priori, les Bordeaux et Paris sont alignés avec cette approche de conditionnement à intensité réduite, mais c'est vrai que il y a aussi Régnier proposait quoi, lui? du Baltimore, Ah oui. fludarabine, TBI, de Gray. Oui, il nous a présenté pendant le congrès ses résultats, qui étaient très bons, effectivement. Bon, allez, on l'a conditionné, peu importe le conditionnement, parce que je suis persuadé qu'aucun conditionnement ne permettra de surpasser ou en tout cas de gommer la biologie de cette maladie, parce que c'est surtout la biologie de la maladie qui prime dans cette LAM. Quelle est la prophylaxie de la GVH aujourd'hui qu'on utiliserait chez ce malade? Et essayons d'être précis entre la cyclosporine, le MMF, le post-SAI, quelle posologie. Alors, qui va démarrer? Édouard, allez, j'essaye de faire cette rotation. À Bordeaux, pas d'antécédent cardiaque, endoxan post-greffe J3, J4, 50 mg kg par jour, cyclosporine, MMF à partir de J5, arrêt de MMF à J35 et cyclosporine dont la décroissance pourrait être initiée possiblement dès J60 en fonction de la prise de greffe et de l'évaluation médulaire à ce délai-là et des éventuels marqueurs de MRD qu'on pourrait évaluer. Tout ça va évidemment dépendre de la survenue ou pas d'une GVH, mais ça c'est la question d'après. Ok, et alors, Florent? Bah, on ferait pareil hein, avec du PTCI. Voilà, la question qui se poserait ce serait de réduire la dose de PTCI. C'est vrai que nous, maintenant, les 60 ans et plus font partie, on considère que c'est un facteur de risque et on fait du PTCI réduit dans l'attente de l'ouverture du protocole. Le Cellcept, on l'arrêterait à J35. Nous, maintenant, on fait plus de décroissance, on fait un arrêt, voilà brutal, si on veut, de J35, du Cellcept. Et puis le néoral, on commencera à le décroître, en effet, aux alentours de J60 en l'absence de GBH pour faire un arrêt rapide des immunosuppresseurs. Et Régnier? Bah, c'est très similaire à ce qui vient d'être proposé. Cyclophosphamide post-greffe pendant 2 jours, J3, J4, sans ATG. Avec des doses alors qui se discutent. Hein. Nous, on a plutôt la barrière à 65 ans, mais sur les derniers patients, c'est vrai que ça nous arrive de diminuer ce cut-off d'âge à 60 ans. Moi, je ne serais pas choqué de faire 40 mg 2 fois pardon, 40 mg pendant 2 jours, donc dose totale à 80.
pour ce patient, associé au MMF avec un arrêt sans décroissance brutale au J35, qui est de la cyclosporine, où on décroît de manière tout à fait standardisée chez nous pour tous les malades, de J60 à J120. Donc début de décroissance J60, arrêt à J120, encadré par deux DLI prophylactiques, donc une première entre le J60 et le J90 et une deuxième DLI à la fin de la décroissance du nez oral, une fois qu'on s'est assuré que les patients n'ont pas développé de GVH. On fait une deuxième DLI et une troisième à 6 mois. Et Toulouse? Toulouse, nous, on est très classique. Donc, effectivement, Doxan que l'on laisserait à 60 ans sans comorbidité à 50 mg par kilo par jour, 2 jours J3, J4 et à J5, début de Cellcept et MMF, arrêt du Cellcept. Nous, jusqu'à présent, on n'arrête pas brutalement en 2 semaines en l'absence de GVH à partir de J35 et décroissance du nez oral. Souvent après J70 plutôt que J60. Enfin, on est assez prudent par rapport à cette GVH parce voilà, on ne souhaite pas l'observer. Évidemment, il a un cariotype complexe, peut-être qu'on débutera un petit peu auparavant avec un arrêt à 6 mois du nez oral, globalement, en l'absence de GVH. Voilà, j'ai une petite question, moi, c'est par rapport à l'insuffisance rénale, qui est quand même assez fréquente chez ces patients, comment on la gère en prophylaxie. Mais bon, on verra sûrement avec toi. Alors, malgré vos efforts, mes amis, et vos bons soins, ce pauvre malade, il développe une GVH aiguë, cutanée digestive. Alors, ça commence d'abord au niveau de la peau, et puis après, la diarrhée s'installe. Donc, nous sommes à un grade 3, malheureusement. Là, pareil, je crois que le congrès de la SHMTC a quand même apporté quelques bonnes nouvelles. Quel est l'algorithme thérapeutique chez ce malade qui commence à manifester sa GVH aiguë, cutanée et digestive? Alors, en plus, d'abord, c'était cutané. Je crois que dans la discussion entre les collègues, il y a eu un débat, doit-on faire 1 mg ou 2 mg kilo de cortisone? Parce que comme c'est uniquement la peau, on se dit on va peut-être éviter les 2 mg kilo. On refait le tour de table, Edouard? Oui, ce débat est toujours prégnant, 1 versus 2. Ça remonte à une vieille étude américaine, publiée, je crois, 2012, de mémoire, quelque chose comme ça, qui s'appuyait sur la classification de Minnesota pour justement implémenter cette stratégie. C'est une stratégie que je n'aime pas trop personnellement, parce que justement, il y a ces patients qui on commence à 1, puis font l'atteinte digestive, et du coup, on est entre deux chaises. Moi, je suis plutôt partisan de faire 2 en général pour tous les patients, quitte à décroître très vite la corticothérapie à 1,5 puis 1. Mais ça, c'est des attitudes de patients qui gèrent la salle d'hospitalisation et pas l'hôpital de jour. En hôpital de jour, on a souvent tendance à essayer de faire un peu moins pour gérer en ambulatoire les complications de la corticothérapie. Donc, corticothérapie, première ligne, évaluation à J4, J7 pour voir s'il y a des critères de corticorésistance. Ce patient est à haut risque d'avoir une forme résistante, mais après ça, c'est son suivi qui va nous le dire. Et s'il est résistant, inhibiteur de JAK, à une dose standard, quel que soit l'état de sa numération, pour avoir d'emblée la dose efficace. Et nous faisons systématiquement un dosage de limiteur de JAK à J5 avec une AUC qui nous sert à interpréter la réponse et la toxicité. Puisqu'on le sait, vous l'avez publié, il y a des recommandations qui impliquent d'évaluer la réponse au inhibiteur de JAK aux alentours de J14, J21 pour discuter des autres lignes thérapeutiques qui pourront s'appuyer sur la TMF. Notamment Florent en parlera, ou peut-être d'autres stratégies type méthotrexate. Mais je laisse mes collègues s'exprimer. Alors, Edouard, pardon, avant de laisser les collègues, je suis intrigué par cette histoire de dosage du ruxolitinib systématique. Aujourd'hui, quel est le pourcentage de malades dans vos mains où on est en dehors des zones thérapeutiques? C'est-à-dire, est-ce que ce dosage est vraiment indispensable? Parce que je ne suis pas certain que tout le monde fasse ce dosage. Actuellement, plus de 50% des patients ne sont pas dans la cible d'AUC.
Très Mais c'est la intéressant. cible d'AUC qui n'est pas celle, enfin, pour la GV, on ne sait pas en fait quelle AUC pour la GVH. Alors, les laboratoires de Rennes et de Saint-Louis avec l'aide des données des premières études de phase précoce du Ruxo dans la GVH, ont pu définir une fourchette thérapeutique idéale. C'est pour ça qu'on les prend avec précaution, parce qu'effectivement, l'étude REACH2 n'a pas publié ses résultats de PKPD. On les attend peut-être un jour. Et donc, c'est pour ça que je dis, ça m'aide à gérer l'efficacité et la tolérance, parce qu'un patient qui est en réponse, s'il n'est pas dans la cible, je ne vais pas changer son dosage d'inhibiteur de JAK. Mais si on est dans un échec thérapeutique et qu'en plus il y a de la toxicité, je vais me servir de ces données pour optimiser ou pas la réponse par la modification de la posologie et ou l'adjonction de lignes supplémentaires. Très bien. Et alors justement, Édouard, tu as évoqué le fait qu'après échec de Ruxo, donc au bout une semaine, une dizaine de jours, on a maintenant cette option de FMT ou TMF. Et donc Florent a présenté les résultats. Peut-être Florent, tu peux nous faire un résumé? Oui, merci Mohamed, merci Edouard, et on est complètement en phase, de toute façon, attendu sur les traitements de première et deuxième ligne. Et en effet, on a ces possibilités de microbiothérapie, de FMT avec ce médicament MAT13 qui est disponible actuellement dans un accès précoce. Et là, j'avais pu présenter pendant la CHMTC les résultats des 173 premiers patients traités en France et en Europe. Il y a eu des patients qui ont pu être traités aux États-Unis. Et en fait, on a un taux de réponse au niveau de la GVH digestive de 53%, qui sont soutenus parce qu'on reste à 47% de réponse à J56 sur les atteintes digestives. Et puis, si on regarde vraiment le sous-groupe des patients, parce que c'était un accès précoce, donc c'était des patients qui avaient reçu des fois jusqu'à 5 lignes de traitement avant. Si on prend uniquement ceux qui étaient cortico-ruxo-réfractaires, donc qui reçoivent le troisième ligne, hein, comme la situation de notre patient-là, on a 57% de réponses à J28 et J56 qui montrent bien qu'on a des réponses qui sont maintenues. Et on a également des réponses sur les atteintes cutanées et digestives à distance. Et donc, on a une étude de phase 3 qui a été conduite, qui va être présentée à l'ASH la semaine dernière sur 66 patients. Au niveau des top line résultats qui sont déjà disponibles via le communiqué de presse, on confirme ces résultats-là avec 62% de réponse à J28, hein, donc vraiment des résultats complètement similaires. Donc voilà, l'efficacité semble se confirmer non seulement dans l'accès précoce, mais dans les essais cliniques. Qu'en pensez-vous, Régnier, Édouard, Anne, de ces résultats et de ce que propose Florent? Moi, je pense ils sont vraiment intéressants dans cette situation où on sait que les patients cortico-réfractaires, ruxora-réfractaires, dans le cadre d'une GVH aiguë, ont une mortalité qui est vraiment importante. Normalement, on doit être plutôt aux alentours de 25% de mortalité, de survie, pardon, à un an, 20-25%. Et donc là, les résultats qui sont présentés, même en l'absence de bras comparatifs, c'est quand même des résultats qui sont vraiment prometteurs et qui confirment ce qui avait été vu dans le cadre de l'accès compassionnel. Pour moi, la difficulté d'interprétation de ça, c'est que contrairement aux différents traitements de première ligne, deuxième ligne, dans le traitement des hémopathies habituelles, ou quand on débute un autre traitement, on arrête celui d'avant, bah, c'est pas toujours le cas dans la GVH. Et ça, c'est vrai que bah, on se rend compte dans la vraie vie que jouer avec les différentes lignes de traitement, il y a souvent des overlaps en termes de timing et on sait pas toujours très bien à quoi on attribue la réponse. Et c'est peut-être la possibilité maintenant d'ouvrir des combinaisons. Donc, pour moi, ce qui est intéressant avec cette TMF, notamment du fait de la bonne tolérance clinique, c'est qu'on va peut-être pouvoir l'associer dans des lignes antérieures. Alors, évidemment, il faudra des études pour ça. Mais dans le contexte de la GVH aiguë cortico-réfractaire, je ne serais pas étonné que assez rapidement, on puisse se poser la question d'associer très vite la TMF quand il y a une atteinte digestive, dès la deuxième ligne, peut-être en association avec le Jakavi. C'est pas quelque chose qu'on a déjà fait à l'IPC, mais je trouve que c'est peut-être une bonne façon de tirer parti de ces résultats qui sont vraiment très prometteurs. Mais Florent, Régnier, sans vouloir être provocateur, on a toujours dans la GVH, malheureusement, hein, à mon grand regret, appliqué ce processus de rajouter des couches parce qu'on n'a jamais voulu arrêter la couche précédente. Pourquoi soudainement avec la TMF, ceci te gêne et te pose problème et ça ne te gênait pas avec les autres médicaments qu'on fait?
Non, non, c'est pas que ça me gêne. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut arrêter les traitements qui marchent pas. Et donc, je suis le premier à dire que quand les patients ont un échec de cortisone et qu'on les met en traitement de deuxième ligne avec l'oxolitinib, je pense qu'il faut essayer d'arrêter rapidement la corticothérapie quand c'est possible. Là, c'est pas, je ne disais pas ça comme une limite au résultat de la TMF. Je montrais plutôt que finalement, quand on se retrouve avec des patients qui sont en réponse à long terme avec une GVH aiguë qui à la base était cortico, Jacques-Avis réfractaire et sur lesquels on rajoute la TMF. Finalement, il y a des moments où ils ont les trois et ils sont en très bonne réponse. Et donc ça veut dire qu'il y a peut-être des combinaisons, mais qu'on pourrait initier plus tôt. C'était ça mon propos. Non, non, mais non, mais c'est important et je crois que tu as raison. Et moi, je suis persuadé que dans ces GVH aigus sévères, nos chances de succès augmentent à partir du moment où on est capable de diminuer la cortisone et d'éliminer certaines de ces couches. Anne, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, bon, je suis en accord avec mes collègues, c'est-à-dire GVH aiguë cutanée digestive. Nous, on aurait fait 2 mg par kilo de corticothérapie avec une évaluation selon les guidelines assez précoce, à J5, de la réponse, parce que de façon, par rapport à il y a quelques années, on change quand même beaucoup plus vite et on débutera l'inhibiteur de JAK en deuxième ligne s'il n'est corticorésistant. En diminuant la corticothérapie, au bout de 2 semaines, c'est sûr, enfin très rapidement à 1 mg par kilo, parce qu'il y a une grande toxicité s'il est corticorésistant, bien sûr. Et évaluation de l'inhibiteur de JAK après 3 semaines pour nous, et éventuellement, enfin, en 2 semaines ou 3 semaines, s'il reste très euh, GVH de grade 3 sur le plan digestif, on initiera la demande de transplantation de microbiote fécal au bout de 2 semaines pour lui débuter ce traitement de troisième ligne. On se posera la question parce que nous, on a un protocole actuellement, le protocole IDUNE de traitement de la GVH aiguë corticorésistante qui évalue les cellules souches mésenchymateuses en deuxième ligne versus inhibiteur de JAK, versus Best Available Treatment, je crois. Enfin, je dis pas une bêtise parce que je te vois froncer les sourcils, Mohamed, donc je me demande si je ne dis pas. Enfin, je Non, pense non, que non, c'est non, 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 j'ai absolument de pas deuxième foncé les ligne, sourcils, quoi que le ce soit. Je ne protocole. connais pas bien ce protocole. De Non. CSM on se posera la question de CSM versus Best Available Treatment en deuxième ligne, mais sinon, voilà, on est raccord avec Ok. les dit précédemment. Alors, vous avez bien travaillé, les amis. Non seulement, bon, et vous avez soigné cette GVH aiguë cutanée digestive, mais là, il va falloir faire des efforts. Il est en GVH chronique. Il est en GVH chronique, cutané, muqueuse. Il a un syndrome sec au niveau des yeux. Et puis, ça bouge au niveau des poumons parce que au niveau des EFR, il y a des signaux d'alarme. Alors, vous le suivez bien, hein, c'est pour ça que vous arrivez à détecter tous ces signes. Est-ce qu'on a des nouveautés en matière de GEH chronique? Est-ce qu'on a parlé de ça? Alors, on a parlé d'un truc très important, hein, Edouard l'a souligné, c'est le lancement de la journée des psychologues. Et il faut quand même insister sur le rôle des psychologues, notamment dans l'accompagnement des malades en général, mais surtout dans cette phase de GVH chronique qui a un impact très délétère sur la qualité de vie. Et puis, certains malades commencent à se poser vraiment beaucoup de questions, jusqu'à même, bien sûr, regretter de dire, mais pourquoi on s'est fait greffer? Ne fallait-il pas mieux mourir de leucémie que de subir les affres de la GVH chronique? Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau au niveau GVH chronique, Edouard? Qu'est-ce qu'on a de nouveau au niveau GVH chronique? On a des traitements qui ont été développés sur les 2-3 dernières années qui ont comme nouveauté de s'intéresser à une partie importante et connue depuis longtemps, qui est la partie fibrosante de la maladie de la GVH chronique. On a souvent mis l'accent sur les médicaments, notamment anticytokiniques, qui bloquaient la partie inflammatoire de la GVH chronique, mais on sait qu'il y a une part importante de la fibrose qui concerne notamment des organes comme la peau et les espaces sous-cutanés dans les formes sclérodermiques.
ou les atteintes pulmonaires, dont on sait que les remaniements fibreux des bronches sont responsables de ces formes catastrophiques de bronchiolite oblitérante. Donc les 2 grands axes, les 2 grandes molécules qui ont vu le jour sur les 3-4 dernières années, c'est, les inhibiteurs de ROCK2 avec le belumosudil et puis les inhibiteurs de CSF récepteurs comme l'axatilimab. Pour l'instant, ces médicaments sont, approuvés, sur le marché américain. Sur le marché européen, ils ont été, accessibles dans le cadre d'essais cliniques, pour l'un, l'axatilimab, et pour l'autre dans le cadre d'un accès, précoce, en France, et pour lequel, l'enregistrement européen n'est pas encore fait dans l'attente de résultats de phase 3. Mais c'est vraiment des médicaments qui, nous inspirent, compte tenu des résultats des essais prospectifs et aussi compte tenu des données qui ont été, colligé par, Michael Oski et David Michonneau pour le belumosudil avec l'expérience française qui montre des résultats qui sont très proches en vie réelle de ce qui a été montré avec les essais prospectifs. Donc c'est des traitements qui sont par voie orale, ce qui est pratique pour la qualité de vie des patients et qui montrent des résultats intéressants, sous réserve qu'on leur laisse le temps d'agir, notamment, un délai médian de très bonne réponse qui est de l'ordre de 6 mois. Alors ça c'est intéressant, cette histoire de délai de réponse au belumosudil par exemple, puisque je suis en train de préparer mon programme ASH et je suis tombé sur quelques abstracts sur la GVH chronique. Il y avait justement 2 ou 3 abstracts en particulier qui insistaient sur le fait qu'en réalité, avec les inhibiteurs ROCK, le délai de réponse peut être vraiment long et il ne faut pas abandonner ou céder à la pression en disant je change, je teste autre chose. Quel est ton point de vue, Florent? Moi, je pense que voilà, on parle de GVH chronique, donc quand le mot l'indique, on est dans une pathologie chronique, donc ouais, pas du tout le même setting que nos GVH aigus. Et en effet, il faut se donner le temps aux médicaments, et c'est d'autant plus vrai, et comme l'a souligné Edouard, on est sur des mécanismes d'action différents, on n'est pas sur des anticytokiniques, mais plus on va jouer sur la fibrose, donc sur des processus physiopathologiques qui sont un peu plus au long terme, et on comprend bien que pour pouvoir les réverser, ça peut prendre aussi un peu plus de temps. Et en effet, je pense que il faut se donner le temps. Et puis, c'est pas comme si, alors, on a de plus en plus de médicaments dans la GVH, mais pas comme si on avait pléthore d'autres médicaments et de se dire le bolimosudil n'a pas fonctionné, donc je vais donner autre chose. Donc, voilà, c'est un argument de plus pour se dire qu'il faut se donner au moins ces 6 mois justement pour évaluer le patient, qu'il faut dans l'idéal que ce soit le même médecin qui revoit le patient. Parce que ça, c'est extrêmement important. Et puis d'implémenter, c'est beaucoup fait dans les essais cliniques, mais essayer d'implémenter aussi dans notre pratique quotidienne les patients reported outcome pour voir l'évaluation aussi du patient, parce que l'évaluation de la GVH chronique reste extrêmement difficile et on en a discuté lors de beaux symposiums à la SCGMTC. On a vraiment eu des belles sessions sur la GVH chronique, hein. On voit que c'est une thématique vraiment qui est vraiment au cœur de la société et de l'actualité aujourd'hui en greffe. Euh, c'est difficile à évaluer parce qu'il y a des fois des lésions qui sont fixées et finalement on sait qu'elles ne vont pas forcément pouvoir régresser et que de pouvoir avoir ces évaluations du retour patient sont extrêmement aussi importantes dans l'évaluation de notre pathologie. Même si on coche pas la case de la réponse complète, finalement si le patient se sent mieux et reprend une meilleure qualité de vie, c'est gagné, quoi. Anne, qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Florent. Je trouve que dans cette pathologie de la GVH chronique, on avait vraiment besoin de nouveaux médicaments à la suite de l'arrivée du ruxolitinib qui nous a déjà changé la donne, effectivement. Mais ces 2 nouveaux médicaments, bon, l'un qui est en essai clinique, mais le belumosudil qui est en accès précoce aujourd'hui en France, euh, change la donne. Et oui, 6 mois d'évaluation parce que bah, c'est important de laisser le temps à ce médicament d'agir. L'évaluation du patient par le patient des PRO est importante de plus en plus. Et les soins de support sont majeurs aussi dans cette prise en charge. Comme l'a dit Florent, on a eu 2 belles sessions sur la GVH chronique et c'est vrai que c'est quand même un problème majeur, un challenge encore aujourd'hui et j'espère qu'on aura encore accès à ces médicaments. Donc pour une GVH chronique, effectivement, on débute souvent par l'inhibiteur de JAK à nouveau, mais en cas de résistance ou de mauvaise réponse, je pense encore aujourd'hui, on fera la demande d'accès compassionnel
pour le Bélumosudil avec cette évaluation à 6 mois. Et si c'est une première ligne, on a accès en France avec cet essai clinique qui évalue l'axatilimab en première ligne de GVH chronique sans traitement antérieur et randomisé versus best available treatment. Voilà. Et les soins de support majeurs. Alors justement, Régnier, tu parlais tout à l'heure des combinaisons. Alors je voudrais ramener la question des combinaisons à la problématique de GVH chronique. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des combinaisons, en tout cas on peut spéculer sur des combinaisons attractives en matière de prise en charge de GVH chronique, parce que bien évidemment, atteindre une GVH chronique très avancée, la fibrose, n'est pas une fin en soi. Donc l'idée, c'est quand même de stopper le phénomène, d'arrêter le feu avant son extension. Quelles sont les idées? Est-ce que, par exemple, faire remonter les lignes pour une drogue comme le Belumosudil, commencer le Ruxo plus précocement? Je vous rappelle que le Belumosudil, il a une AMM en Chine dès la deuxième ligne, pas forcément après Ruxo. Qu'est-ce qu'en pense le panel Régnier et puis après les autres? Merci Mohamed pour cette question. Alors effectivement, c'est un peu challenging puisqu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment beaucoup d'études de combinaison dans ce contexte de la GVH chronique corticoréfractaire. Sur le plan du rationnel biologique, il y avait des papiers qui spéculaient sur les combinaisons qui pouvaient utiliser la photophérèse, alors qui est peut-être pas le traitement le plus à la mode actuellement, en particulier du fait des difficultés logistiques pour pouvoir mettre en place ce traitement, mais également des résultats qui sont pas très probants sur des grandes études randomisées comme on a pu avoir avec le ruxolitinib. Néanmoins, la photophérèse pourrait être un add-on intéressant en combinaison des nouvelles drogues, que ce soit avec le ruxolitinib, mais aussi avec les anti-ROC ou l'axatilimab d'ailleurs, avec cet aspect d'essayer de moduler la polarisation des monocytes macrophages. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans les combinaisons. Mais ça reste encore de la spéculation sur le plan biologique et j'ai pas vu, moi, d'études qui donnent des résultats francs chez des patients, enfin chez de nombreux patients. Donc ça, c'est voilà, peut-être des possibilités. En tout cas, en termes de combinaison, je voudrais quand même souligner, alors je ne sais pas où ça en est, à part la publication du blog de cette année du rovadicitinib, qui est un inhibiteur dual JAK et ROC, qui a été développé en Chine, avec des résultats qui ont été présentés à l'ASH, qui sont plutôt intéressants, avec quasiment 80% de réponses totales. Bon, bien sûr, c'était essentiellement des réponses partielles, mais un profil quand même intéressant et bien toléré sur le plan clinique, avec essentiellement des anémies comme événements indésirables, et qui pourrait être une option, mais c'est vrai que là, j'en ai pas entendu parler depuis la publication. Je ne sais pas si c'est un développement qui continue. Alors, effectivement, tu fais allusion à cette étude de phase 1-2 chinoise. En fait, c'est pas une combinaison, mais c'est un seul médicament qui cible à la fois la voie de signalisation JAK et la voie ROC. Bien évidemment, on ne sait pas trop la contribution de l'un et l'autre, mais c'est vrai que les résultats étaient intéressants. Il n'y a pas de contrôle. Mais je voudrais revenir à la remarque d'Edouard tout à l'heure sur la physiopathologie en disant il y a la composante inflammatoire, la composante fibrotique, mais en réalité, nous, on essaye de les disséquer, mais chez le malade, probablement ces phénomènes s'overlappent, je dirais, et on aura du mal à vraiment. Et puis, les organes ne se comportent pas de la même manière. Donc, Édouard, est-ce que tu serais tenté pour certains malades, au niveau du phénotype clinique, de dire à celui-là, je privilégie une action anti-ROC2, celui-là, je préfère une action photophérèse, celui-là, où on n'est pas encore là? Je pense que c'est une démarche personnalisée qui est très intéressante, qui est effectivement aujourd'hui pas encore possible, puisqu'on n'a pas ces accès ouverts à toutes les drogues, mais on aurait envie de pouvoir personnaliser les traitements. Je tiendrais quand même à dire, enfin, dans mon expérience quand même, on peut dire que les atteintes fibrotiques sur les premiers épisodes de GVH chronique sont moins fréquents que sur des récidives de GVH chronique.
ce qui fait que ça traduit aussi ce phénomène inflammatoire qui va se dépasser, avoir des conséquences sur la physiopathologie de la fibrose et de la sclérose. Donc c'est aussi pour ça qu'on a vu certains traitements se développer plus tard. Mais ça n'empêche pas que peut-être qu'en mettant ces médicaments plus tôt, ça va empêcher ces phénomènes fibrotiques de se mettre en place. Après, pour les stratégies de combinaison, je les trouve très intéressants dès lors qu'on utilise des combinaisons qui ne vont pas additionner aussi des toxicités. C'est pour ça que la photophérèse pourrait être intéressante en combinaison, mais il faudra aussi ne pas s'affranchir de ces données contrôlées pour être sûr que l'addition de telle ou telle drogue ne va pas s'associer à un surplus de toxicité. On peut penser que certains médicaments ne le sont pas ou certaines stratégies thérapeutiques, encore faut-il le prouver de façon scientifique. Très bien. Anne, des remarques là-dessus? Sur l'association, je serais assez. D'ailleurs, on a pris un petit peu l'habitude d'overlapper, enfin, au moment où on décide de passer à une ligne supérieure dans le traitement de la GVH chronique, bon, en l'occurrence, plus fréquemment de passer de la deuxième ligne par l'inhibiteur de JAK à une troisième ligne par inhibiteur de ROCK, on a cette période le plus souvent d'association. Enfin, en tout cas, en ce qui nous concerne, c'était un petit peu notre attitude, parce que c'est vrai que c'est pas facile de savoir si on peut arrêter brutalement ou pas. Donc, on les associe, et quand on observe une amélioration de la GVH chronique, on aurait tendance à poursuivre un petit peu cette association. Évidemment, comme vient de le dire Edouard, en ne cumulant pas de toxicité. Mais il faut avouer que les inhibiteurs de ROCK n'ont pas de toxicité majeure, enfin, dans ma pratique courante et puis dans les connaissances qu'on en a. Donc, si avec l'inhibiteur de JAK, on n'observe pas de toxicité associée avec l'ubélumosudil, pour tous ces derniers patients, nous, on a continué régulièrement cette association. Bah, et tu as prononcé un mot-clé, c'est-à-dire si les malades s'améliorent. Et donc, en fait, les malades qui s'améliorent, et pour des raisons de temps, on ne va pas discuter ça, mais j'ai vu à la SH justement dans quelques jours un abstract d'une étude canadienne multicentrique qui avait regardé, dans le cadre du belumosudil, l'évaluation à la fois la réponse des organes, telle qu'on la connaît, mais c'est surtout l'amélioration de la qualité de vie et le score modifié de Stéphanie Lee. Et en réalité, dans leurs conclusions, il faudrait que j'aille creuser un peu plus les datas, et là c'était l'abstract, mais dans leurs conclusions, c'est qu'en réalité, parfois des malades bénéficient beaucoup plus de l'amélioration de la qualité de vie et du score de lit que véritablement ce qu'on mesure au niveau des organes, parce que malheureusement, des fois, il y a des lésions installées et le retour en arrière n'est pas possible. Est-ce que c'est l'expérience que certains ont rencontrée, Florent? Bah oui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que des fois, il y a des lésions qui sont fixées avec, sans retour possible en arrière. Donc, c'est toute la difficulté de l'évaluation et tout le travail justement qui a été fait avec justement ce score de Lee pour essayer d'évaluer aussi le ressenti du patient par rapport à ces lésions. Après, sur, on y revient à ce que disait Anne, sur voilà, comment est-ce qu'on va manager le traitement Ruxo-Belu. Nous, on a quelques patients quand même, on a eu l'impression qu'on combinait les drogues, on avait quand même un profil de tox. Et ça, maintenant, nous, on est plutôt sur un arrêt très rapide du Ruxo, une décroissance sur une semaine. Voilà, les derniers auxquels on a fait, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de rebond parce qu'on pourrait avec l'antihistokinique d'avoir un rebond, on n'a pas eu de rebond inflammatoire. Euh, euh, voilà, donc un patient, voilà, donc pas d'aggravation, en tout cas, l'arrêt rapide du Bon, bah écoutez, les amis, Ruxo. Il y a une très bonne tolérance, parce qu'on est peut-être que si on associe les deux, est-ce qu'il faut mettre des doses moins importantes, etc. Il y a beaucoup de questions. bon, bah écoutez, c'est magnifique, on peut discuter encore longtemps, c'est passionnant, mais on arrive au terme de ce webinaire IACH consacré aux actualités de la greffe présenté lors donc, du congrès de la SAGMTC 2025 à Genève. Et puis, bah, à travers cette discussion, nous avons pu mesurer combien notre discipline continue d'évoluer rapidement avec l'optimisation des protocoles de conditionnement, même s'il y a encore des débats, les innovations en matière de prévention et de prise en charge de la GVH, qu'elle soit aiguë ou chronique. Et puis, de plus en plus, on discute de la place croissante de cette médecine personnalisée, un peu à la carte, tout en essayant d'améliorer
la qualité du parcours de soins, mais aussi de la qualité de vie. Donc, autant d'avancées qui façonnent déjà notre pratique clinique quotidienne. Un immense merci à nos intervenants et à vous toutes et tous pour votre participation active. Ces discussions nourrissent notre communauté et contribuent à diffuser les meilleures pratiques au bénéfice des patients. L'Académie internationale d'hématologie clinique poursuivra bien sûr cette dynamique lors de ses prochains rendez-vous scientifiques et nous comptons sur vous pour rester connectés. Très bonne soirée et à bientôt pour de nouveaux échanges. Merci Mohamed. Beaucoup. Merci à tous. Bonne Merci. soirée, merci. Au revoir.